merci de m'avoir invité, merci à vous d'être ici. Donc je vais revenir brièvement sur la création de l'agence. Donc comme tu le disais, nous il y a encore 15 ans, donc on sortait de l'école d'architecture de Bordeaux. Donc avec Julie Fabre, donc mon associé, on s'était connus à l'école et puis voilà, on était copains d'école et puis petit à petit on a monté une agence, on a loué un local, on était encore étudiants, on a loué un local, une ancienne épicerie au Chartron, et qui de fil en aiguille, on a passé nos diplômes, à l'époque, bon, c'était pas la Chémo, c'était le TPFE, ça durait plus longtemps, donc on a passé nos diplômes chacun dans ce local, et puis petit à petit, ce local c'est devenu une agence d'architecture, donc on a créé la SARL Fabre de Marien, et puis on est resté dans ces locaux pendant 10 ans. Et donc là, voilà, la première image que vous voyez, c'est les locaux actuels dans lesquels nous sommes. Donc c'est un garage à Bacalan. J'en parle parce que voilà, au bout de 10 ans d'activité, on a pu enfin trouver un lieu, je dirais, à notre image, enfin qui correspondait à nos aspirations. C'est-à-dire c'était donc un changement d'affectation. On a transformé cet ancien garage automobile en agence. Et ça, c'est un thème qui nous tenait à cœur, sachant que nos premiers projets, ça a beaucoup été ça. Des transformations de garages, d'entrepôts, de parfumeries, de bureaux, souvent en logement. Et on y a trouvé un intérêt parce que c'était à la fois donc de la réhabilitation et par le changement d'affectation, on atteignait une richesse de projets qui nous semblait très intéressante. Donc c'est vrai qu'on a une grande partie de notre activité, même actuellement, qui est de la réhabilitation et du changement d'affectation. On obtient une richesse de projets qu'il est plus difficile d'obtenir dans du neuf, il nous semble. Bon, voilà, donc ça c'est un peu l'intérieur du garage, de l'agence. Bon, ce qui nous plaît, voilà, c'est qu'on a su créer un lieu à notre image. On sent qu'on est encore dans un garage, mais malgré tout, on a, je dirais, tout le confort de bureau. On est donc une équipe de 5 architectes. Donc Julie Fabre, moi-même, Mathieu de Marien, Paul Durand, Audrey Benet, Brice Soulreau, et on a Mathilde Brunet qui nous assiste dans tout ce qui n'est pas de l'architecture pure, donc beaucoup de choses, puisque comme vous devez le savoir, enfin que vous allez y être confronté, dans un projet d'architecture, il y a beaucoup de paperasse, voilà. Donc Mathilde nous assiste dans ce sens, et on a régulièrement 1 ou 2 stagiaires, soit de l'école d'architecture de Bordeaux, soit d'autres écoles en France ou même étrangères. Donc voilà pour ce qui est un peu de l'agence et du lieu. On essaie de créer ce lieu aussi nous permet d'avoir un esprit d'équipe, on va dire, qu'on essaie de maintenir. On a une grande cuisine dans laquelle on est souvent tous ensemble. On a une cuisine dans laquelle on fait un peu tous la tambouille à tour de rôle. On a un jardin qu'on essaie d'utiliser, on le voit un peu sur la gauche là, qu'on utilise souvent, donc ça nous permet voilà de maintenir cet esprit d'équipe. C'est un métier pas facile, donc voilà, on essaie de se serrer les coudes et de tous ensemble. Donc il y a de bonnes conditions il nous semble, de bonnes conditions de travail propices à la création dans ce garage, qui va faire l'objet d'une deuxième campagne de travaux, je l'annonce, l'année prochaine, pour agrandir et créer des espaces de travail supplémentaires. Et une partie atelier dans laquelle on va expérimenter aussi des choses un peu grandeur nature. Ça, c'est un projet à venir en 2019. Donc je parlais de réhabilitation qui sont des projets qui nous sont chers, qui nous semblent intéressants, mais j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un projet neuf. On arrive à faire de bons projets neufs, bien sûr, mais je dirais que c'est peut-être un peu plus compliqué quand on part de rien. Donc sur cette image, donc j'ai choisi de vous présenter donc un projet de réception, un bâtiment de réception dans les vignes à Pomerol. Donc sur cette image, ce qui me plaît, c'est qu'on voit un peu le bâtiment là sur la droite, mais on voit aussi beaucoup le vignoble, la campagne environnante. Avec Julie, on est très sensible à la campagne. Enfin, je veux dire, on a beaucoup de projets urbains, essentiellement sur la métropole bordelaise, mais on commence à avoir de plus en plus de projets comme ça à la campagne, notamment dans le milieu vitivinicole. Et on est très sensible, voilà, au fait d'intervenir en milieu rural.
parce que voilà, c'est une échelle qui est complètement différente de celle de la ville. Il y a des ambiances. Là, on voit c'est tôt le matin, donc c'est sur le plateau de Pomerol. Donc Libourne est juste en contrebas, la Dordogne également. Là, on voit, ce sont les brumes matinales de la Dordogne. Il y a donc ça crée c'est un paysage assez doux de vignobles, mais qui est jamais le même, qui est très différent bien sûr du milieu urbain. Avec de vraies qualités de site, de paysage, de contexte, puisque bien entendu, on est très sensible au contexte dans notre travail, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, aux choses qui nous entourent. Là on voit toujours le petit bâtiment. Je vais vous expliquer l'histoire, mais là je vous montre des photos. Voilà de loin. On est en marge donc d'un hameau qui s'appelle Catusseau près de Pomerol. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, donc Pomerol, une appellation emblématique du Bordelais, avec notamment le château Pétrus, de grands crus classés, un paysage très préservé, de très peu vallonné, assez plat comme ça, et qui descend doucement sur la Dordogne. Donc là, on est sur une propriété de 3,5 hectares, une petite propriété, mais assez prestigieuse. Et puis je vous expliquerai comment on est arrivé à ce bâtiment. Là, c'est le bâtiment de loin. On va en marge du hameau, qui s'intègre dans la fin du hameau. Ça, c'est une photo d'un peu plus près. Avec les vignes. Alors encore une fois, le paysage de vigne et le paysage de la campagne n'est jamais le même en fonction des saisons. Et là, ça devait être au printemps, les feuilles poussent, l'hiver, il n'y a plus rien, il n'y a que des sarments. Les lumières, les textures sont jamais les mêmes. Je dirais, on ressent plus le cycle des saisons dans ces paysages naturels qu'en ville. Donc on est encore une fois, on prête une attention à tout ça. Le ciel, là il y a un grand dégagement, il y a l'horizon, il y a des vues lointaines qui sont très importantes. Voilà le bâtiment un peu de biais avec un beau ciel du matin. Là encore une photo qui montre un peu l'intégration du bâtiment dans son environnement. Donc notre façon de travailler, là je montre un plan masse. On voit le projet qui est entouré de rouge là, le hameau de Catusseau. Quand on démarre un projet, on utilise, on démarre par un plan masse, que ce soit un plan masse en photo aérienne ou un plan topographique. On fait très attention, aux masses, à la topographie du terrain, à la végétation présente. Les photos aériennes, c'est des documents qu'on aime bien analyser de manière assez fine. C'est de l'environnement, c'est du paysage, c'est de l'architecture, c'est un peu tout en même temps. Mais encore une fois, que ce soit un contexte urbain, qu'on s'inscrive dans une rue, sur une place ou ailleurs, ou à la campagne, on est très attentif à ce qui nous entoure pour définir une posture. Est-ce qu'on se met en continuité de ce qui existe? Est-ce qu'on se positionne en rupture? Est-ce qu'on essaie de faire du mimétisme? Ça nous permet de dégager une posture qui est celle qu'on veut, puisqu'on est très libre, on choisit de la posture qu'on veut, mais tous ces documents nous permettent d'avoir une posture et de tisser une histoire. Donc plan masse, photo aérienne, c'est vraiment le tout début du travail. Ensuite il y a la commande pure. On est sur une petite propriété. On voit les installations vitivinicoles sur l'arrière, donc c'est-à-dire tout ce qui est vinification, fabrication du vin, vieillissement du vin. Donc il y a des cuves, des barriques, donc essentiellement des lieux de travail. Et au milieu, il y avait cette maison. Je crois qu'on la voit mieux. Voilà, il y avait cette maison qui avait. Donc on a affaire à un commanditaire qui s'appelle Jean-Baptiste, qui est à peu près notre âge, qui avait hérité de cette petite propriété. Et son grand-père à l'époque avait construit cette maison. Je pense qu'il date des années 50-60. Qui était un peu un pastiche de construction du coin, pas très intéressant d'un point de vue architectural ni du point de vue constructif. Il y avait un logement à l'étage mais qui servait plus trop, dont il n'avait pas besoin, et au rez-de-chaussée il y avait une grande salle à manger avec des sanitaires. Qui correspondait plus aux besoins actuels. Donc c'est vrai que nous, quand on a affaire à une construction existante, on se pose toujours la question de est-ce qu'on la conserve, est-ce qu'on la démolit. On n'est pas adepte de la tabula rasa, donc quand on le peut, on essaie toujours de conserver, puisqu'encore une fois, on pense que la réhabilitation est quand même un exercice intéressant. Mais là, en l'occurrence, on s'est vite mis d'accord sur le fait de démolir cette construction, qui non seulement était mal passée, parce que trop collée au chai, et puis ne répondant pas du tout au programme et n'ayant pas une qualité architecturale dingue, quoi. Mais donc on l'a démolie.
Je choisis de la démolir. Juste, je reviens sur le programme qui s'est complexifié tout au long des études, mais qui était quand même assez complexe. C'est une petite construction dans laquelle il devait se passer beaucoup de choses. Il fallait que ce soit dans un premier temps pour le personnel viticole, que les ouvriers donc agricoles puissent déjeuner sur place, aller au sanitaire sur place, puissent aussi travailler sur place, c'est-à-dire déguster le vin, goûter le vin. Il fallait que ce soit pour le vieillissement du vin, donc il fallait créer aussi un chai à barrique. Il fallait que ça puisse aussi recevoir du monde, que ce soit des touristes étrangers ou pas, et puis des grands crus voisins qui puissent se retrouver lors de réunions. Accueillir aussi des journalistes. Voilà, donc il y avait plusieurs. C'était un programme assez complexe, voilà, à la fois propre au fonctionnement de la propriété et qui devait aussi s'ouvrir au tourisme. Et il y avait aussi une question d'image, puisqu'en général toutes ces propriétés ont des châteaux, enfin au moins des belles maisons ou des châteaux qui est un peu à l'image de la propriété. Là, il fallait aussi recréer une image, à savoir celle d'une petite propriété familiale, assez modeste finalement. Voilà, mais il fallait le communiquer. Donc il y a aussi ce souci d'image quand on travaille dans le vin qui est important. Donc voilà, bon ça c'est je vous montre ces photos de maquettes parce que c'est vraiment une façon de travailler à l'agence. On n'est pas très adepte et compétent, je dirais, en image 3D. Et puis bon, même ça nous a jamais trop botté. On préfère, on va dire, l'expérimentation manuelle. Donc on fait pas mal de maquettes. Bon là, ce sont des petites maquettes en carton et en balsa. Mais donc là, ce sont de simples maquettes d'études qu'on fait rapidement, mais qui nous permettent rapidement de définir une forme, un volume. Et vis-à-vis de nos clients, c'est quand même des outils très très parlants, très efficaces. Et qui permettent une grande liberté. Ce qui nous gêne un peu dans l'image 3D, c'est de partir sur des choses très définies d'emblée, à moins que ce soit des petits extraits de SketchUp, enfin voilà, de maquettes très simples. Mais une image plus définie nous enferme vite, comme dans une forme, dans des matériaux, dans des détails, trop prématurément. Hein, nous, avec Julie, on est issus de l'enseignement de Jean-Philippe Vassal et de Jacques Ondelat, et je dirais qu'on a été très marqués par leur enseignement. Et ce qu'on en a retenu, c'est que on gambergeait beaucoup dans notre tête et à la rigueur par écrit, et qu'on fixait le projet vraiment au dernier moment, une fois qu'il avait bien mûri. Mais on a du mal à s'enfermer dans une forme. Voilà, donc c'est pour ça qu'on préfère expérimenter comme ça par des maquettes le projet. Des maquettes à plus grande échelle, desquelles on fait des photos. On aime bien aussi faire des photos de maquettes. Là, ça permet de définir des ambiances extérieures, puisque bien sûr, il y a la forme du bâtiment, mais il faut travailler en même temps la fonction, ce qui va se passer à l'intérieur, les ambiances, ce qu'on veut créer à l'intérieur. Donc là, c'est une photo de l'intérieur d'une maquette. Là aussi, c'est des maquettes voilà plus définies, dans lesquelles on commence à s'attaquer au système constructif, qui nous permettent voilà de visualiser en 3D ce que ça peut donner. Et ça nous aide à nous, ça aide les entreprises aussi à mieux comprendre comment est fichu le bâtiment. Et encore une fois, le client, il prend la maquette, il la regarde dans tous les sens. Enfin, pour nous, c'est un outil qui est très efficace. Donc, je vous encourage, si vous ne le faites pas déjà, à faire de la maquette, de la vraie maquette. Alors, en carton plume, en balsa, en bois, en plâtre, ce qu'on veut, hein, mais c'est quand même un outil très efficace de conception. Donc ensuite, bien entendu, c'est des outils la plus traditionnels d'axonométrie de travail. Et puis ce qu'il faut, comme je le disais, c'est choisir une posture. Hein. Encore une fois, on fait un métier qui est très libre. Je dirais que tout est permis, hein, dans la mesure où ça fait sens. Et où on tisse une histoire. Nous, on aime bien dire que chaque projet est une histoire avec un lieu, un commanditaire, un site, un programme, une enveloppe, un budget. Enfin voilà, c'est une corrélation de plein de choses. Et il faut tisser une histoire, mais je dirais qu'au départ, c'est très libre, et je pense qu'il faut s'autoriser la plus grande liberté. Il y a autant d'architectes que de réponses possibles, hein, je pense. Le tout, c'est qu'elles fassent sens et qu'on fasse pas des choses arbitraires, quoi. Ce qu'on aime bien, nous, c'est qu'un projet, une fois qu'il est fait, on peut rien en retirer et rien y rajouter. Là, on est parti quand même cette axo, qu'est-ce qu'elle montre? Les espaces de réception et de travail qui étaient les plus importants. Il y avait donc 4 types d'espaces. Une cuisine.
une entrée qui allait annoncer l'histoire de la propriété via des photos, une table numérique, tout ça, un salon de dégustation et une salle à manger. Donc en gros, il y avait 4 pièces. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, on est sur un bâtiment donc qui est relativement compact, parce que bon, comme vous l'avez vu sur les photos précédentes, il y avait peu de place, puisque bon, le prix du mètre carré de vigne à Pomerol est exorbitant, donc il y avait très peu de place qui nous était réservée. L'essentiel était bien sûr pour les vignes, pour la production de vin. Donc une fois qu'on a démoli le bâtiment, on a choisi de caler celui-là vraiment à l'angle, au plus près des vignes, hein, de le rapprocher au plus près des vignes, mais on est sur un bâtiment qui est quand même relativement compact. Donc au rez-de-chaussée, qui regroupe l'essentiel des fonctions, on a décidé de couper le bâtiment en quatre pièces. Donc comme je disais, entrée, cuisine, salon, salle à manger, avec chacune sa propre volumétrie et son orientation aux 4 points cardinaux, hein, nord, sud, est, ouest, avec chacune une ouverture, une relation au paysage différencié, avec une relation la plus proche avec l'extérieur, tantôt sur les vignes, tantôt sur le hameau, tantôt sur le chai et tantôt au sud, donc sur le bas vers les Bournes. Donc c'est comme ça qu'on a défini un peu le plan de ces 4 pièces, qui peuvent communiquer tout ensemble, puisque bon, il y avait aussi cette souplesse qui était demandée. Il fallait que chacun puisse travailler indépendamment, mais que s'il recevait 100 personnes, par exemple, tout puisse se mettre en réseau. Donc voilà, c'est ce qu'expriment ces quatre carrés jaunes. C'est voilà, ces 4 pièces aux caractéristiques différenciées et propres, avec des vues sur le paysage à chaque fois différentes. Là on voit donc plutôt des axonométries, enfin un éclaté du projet qui est donc sur 3 niveaux. Donc c'est un carré à peu près qui fait 15 mètres par 15 mètres, donc c'est vraiment pas une très grande construction. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi ici. C'est un projet de taille modeste, sur un budget de travaux on est aux alentours de 600 000 euros, donc c'est quelque chose auquel on peut s'attaquer rapidement, hein. Quand on est jeune architecte. Un niveau donc -1 complètement terré, dans lequel on a le chai de vieillissement en barrique, avec un petit ascenseur à barrique du coup, parce qu'on n'avait pas la place de faire une rampe, voilà, un système un peu technologique, on va dire, de remontage de barrique, mais qui est pas très compliqué. Le niveau rez-de-chaussée, comme je le disais, avec donc les 4 pièces, voilà, avec le plan croix. Et au niveau supérieur, ça c'est un peu, on va dire, la cerise sur le gâteau. Ce qu'on a rajouté, c'est donc une chambre avec sa salle de bain pour éventuellement un journaliste, hein, puisque, comme je le disais, il y avait la volonté d'accueillir, pourquoi pas, la presse, enfin des invités extérieurs, et une terrasse panoramique qui est donc encastrée dans le toit et qui permet d'avoir voilà une vision sur la totalité du vignoble, notamment le clocher de Pomerol, avec les vignes de Pétrus, qui sont quand même qui est la propriété emblématique du coin. Donc ça permet aux visiteurs, voilà, de terminer la visite sur le toit, d'embrasser tout le vignoble, et aux clients de bien expliquer où sont les parcelles, quels sont les terroirs, les particularités du sol de chacune. Enfin voilà, c'était pas forcément dit au programme, mais ça c'est un plus qu'on a rajouté, puisque encore une fois, le client arrive avec un programme qui a beaucoup évolué, et nous on aide aussi. Je pense que c'est bien que l'architecte aide en marché privé, hein, puisqu'il le peut, à définir le programme. Donc là voilà, on voit un peu tout ce qui s'empile, hein, de la cave au grenier, toutes les fonctions qui s'empilent dans ce bâtiment qui est relativement compact. Bon, alors ensuite, comme outil de travail, bien sûr, les plans, hein, donc là le -1, donc complètement enterré. Là on voit les 4 pièces. Alors ce qu'on voit de forme un peu trapézoïdale, là c'est la terrasse encastrée, vous le verrez plus tard sur les images. Ça a été un peu une difficulté technique, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de partir sur un système constructif assez simple, de maçonnerie, béton armé, charpente de bois, enfin voilà, quelque chose de pas très compliqué. Par contre, l'imbrication de ces formes, et notamment de la terrasse là, qui devait être encastrée, vous le verrez plus tard, bon, ça a été un point technique un peu... Bon, ça a été le point technique un peu chaud à réaliser, mais c'était pas non plus. Et donc, ce qu'on voit en pointillé, ce sont les empanages en bois, puisqu'à chaque fois, j'ai un cadrage avec la couverture qui s'oriente vers le cadrage pour accentuer, voilà, cette notion de projection vers l'extérieur.
Donc l'étage avec donc la petite chambre, la terrasse encastrée. Bon, ça, bien sûr, le plan, il faut à un moment donné passer par là, durant toutes les études, que ce soit en phase d'esquisse ou de consultation des entreprises. Il y a différentes échelles de plans. On essaie d'être bien sûr le plus précis possible, de tout prévoir, de tout intégrer. Avec Julie, on a un travail, enfin Julie, notre équipe, on a un travail assez complémentaire où on zoome vraiment, on essaie de rentrer au maximum dans les projets et tout ce qui est rangement, enfin intégration de tous ces espaces dans le projet. Pour nous, c'est très important. On veut surtout pas livrer des espaces dans lesquels ensuite on se demande, voilà, on se pose des vraies questions de fonctionnement et on essaie de dessiner très en détail avec des carnets de détails, enfin d'être le plus précis possible. Donc bon, voilà, il y a cette phase d'étude et bien sûr il y a le chantier qui arrive. Donc nous avec Julie et notre équipe, puisque on aime le chantier, on suit personnellement les chantiers. Enfin, on a toujours tout ce qu'on a conçu, on l'a construit par la suite. C'est quelque chose qu'on aime. On aime par-dessus tout la relation avec les entreprises. Bon, encore faut-il qu'on ait de bonnes entreprises, mais là en marché privé, on a la liberté de choisir les entreprises. Donc on travaille même avec elles en amont pendant les études et bien sûr avec elles pendant le chantier. Donc ça c'est une phase voilà qui d'abord qui nous plaît, qui nous excite, parce que de voir se monter ce qu'on a dessiné, c'est quand même le grand kiff de notre métier, Et puis de faire du chantier, ça nous sort de l'agence. Je dirais qu'il y a une partie très théorique à l'agence, je dirais pas pépère, mais autour du poêle, voilà. Et puis là, le chantier avec des temps pareils, on a nos bottes, notre casque, on est dehors, on a affaire à des gars qui comprennent pas forcément tout ce qu'on veut. Donc, mais c'est quand même une phase très très intéressante. Bon, là on voit le terrassement, donc le carré là de 20 par 20 là avec sa plateforme qui va accueillir la partie enterrée. Donc là voilà la partie enterrée avec un cuvelage. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais ça reste un chantier et c'est avec ses hauts et ses bas. C'est pour ça que c'est bien d'être plusieurs parce que je dirais que le chantier, voilà, c'est la phase la plus délicate, je pense, de notre métier, dans lequel voilà parfois il y a des incompréhensions. On a beau tout dessiner, tout décrire par écrit, voilà, il y a toujours des surprises, que ce soit là, il y a eu de l'eau, donc il a fallu rabattre l'eau, le cuvelage était un peu spécifique parce que en fonction de la qualité des sols, enfin voilà, à chaque fois il y a des choses un peu, mais après je dirais que la partie émergée, encore une fois, structurellement est assez simple. On était sur une enveloppe, je vous dis 600 000 € qui est pas énorme vu la surface développée, donc l'idée c'était avec des matériaux de construction traditionnels aboutir quand même à une forme contemporaine et voilà, qui correspond aux attentes de notre client. Bon, voilà, là je passe alors 12 mois après, puisqu'un chantier voilà ce que ça donne. Bon, vous le voyez, alors bon, on voit donc là c'est le salon de dégustation qui est pas encore meublé, avec donc son cadrage, je dirais panoramique là sur le château Bel Air, donc lui qui est le plus proche des vignes, avec la propriété de Bel Air là qui est en deuxième plan, qui est donc plein est, avec donc des châssis accordéons qui nous permettent d'ouvrir complètement, d'avoir une ouverture. Je crois qu'il y a une photo après qui permet d'avoir vraiment une relation très directe avec le paysage, qui permet de faire sortir les gens, toucher les vignes, aller goûter le raisin si c'est l'époque du fruit, enfin voilà. Accentué donc par l'empannage, la couverture donc en bois, en lamellé collé avec des pannes très fines et très resserrées, voilà, pour avoir un peu ce rythme, en point de vue du volume, c'était vraiment d'accentuer la pente dans ce sens vers l'est. Bon, en termes de matériaux, comme vous le voyez, on est assez économe en matériaux. Nous on aime bien partir sur une palette de 2-3 matériaux, et on estime que c'est déjà pas mal si on s'en sort avec ça. Donc le sol est en béton, on voit le biais là au plafond, c'est la terrasse encastrée, elle qui est en béton armé, puisque voilà, c'est un ouvrage qui tient juste sur 3 points d'appui, qui a donc dû être coulé en place, mais on laisse le béton tel qu'il est. Ça c'est bon, c'est pareil, on aime bien laisser les choses telles qu'elles sont. Alors c'est plus compliqué, parce que faire un béton qu'on veut laisser apparent, c'est plus compliqué qu'un béton qu'on va recouvrir d'un placo, de plâtre ou de peinture, mais ça demande une attention particulière à l'entreprise, mais bon, nous c'est comme ça qu'on voit les choses. Ensuite on a donc du lamellé collé
collé. En plafond, on a aussi du fibralite, donc c'est du matériau de bois compressé qui permet à la fois de gérer l'isolation thermique et phonique, hein, puisque s'il y a du monde, il faut quand même traiter l'acoustique du bâtiment. Et donc on a un peu de placo sur les façades, mais voilà, je dirais que les matériaux se résument à ces 3-4 matériaux. On essaie de plus en plus dans notre pratique, voilà, de partir sur des matériaux pérennes, pas trop compliqués d'entretien, de faire attention au vieillissement. Et je vois même aujourd'hui tout ce qui est placo, doublage et tout, on essaie même d'en utiliser le moins possible, de partir sur des choses même plus pérennes. Alors bon, le doublage en placo, on est un peu, c'est un peu un passage obligé, mais on essaie aujourd'hui vraiment d'avoir une réflexion. C'est pas seulement écologique, hein, mais en termes de projet, de partir vraiment sur des choses qualitatives, hein, de se restreindre à 2-3 matériaux qualitatifs. Et donc ça, c'est une démarche qu'on travaille de plus en plus. Bon, là voilà, on voit donc à gauche le salon de dégustation, à droite c'est la salle à manger, qui a une baie qui est plus haute, qui donne au sud donc vers Libourne et la Dordogne, toujours avec les châssis accordéons, qui est beaucoup plus volumineuse. Bon là c'est pas meublé, mais aujourd'hui il y a une grande table de salle à manger qui permet d'accueillir plusieurs convives. Il y a une cheminée, il y a une espèce de lustre là qui est posé là où on voit la tente, enfin le câble électrique qui descend. Voilà, là il fallait quelque chose de plus volumineux pour accueillir plus de monde, voilà. Avec une communication, là on voit les portes grandes ouvertes, communication des espaces entre eux. Là c'est l'entrée, on voit l'entrée au fond, qui est un espace un peu plus bas sous plafond, un peu plus restreint, dans lequel il y aura les photos de la propriété, enfin qui présentent le contexte de la propriété. Là le petit comptoir pour la dégustation. Bon, sur cette photo, voilà, on voit les châssis accordéons qui se replient donc complètement et qui permettent vraiment d'avoir une relation directe sur l'extérieur. Ça, c'est des choses auxquelles on est très attentif aussi, la relation à l'extérieur, la taille des châssis, qu'on aime bien ouvrir toute hauteur, sans poteau sur les côtés. C'est des choses qu'on fait un peu dans tous nos projets, hein, qui reviennent, alors qu'ils sont jamais les mêmes, mais que ce soit en logement individuel, collectif, dans nos projets. Cette relation à l'extérieur, elle est très importante. Et le fait de pouvoir faire disparaître comme ça la limite intérieure-extérieure, pour nous, c'est des choses intéressantes. Voilà, donc là, ça peut s'ouvrir complètement en fonction de la luminosité. Bon, encore une fois, on est dans un cadre naturel d'une grande qualité, donc on n'a jamais les mêmes vues, c'est ça qui est intéressant. Donc là, voilà, on voit la salle à manger avec la cheminée encastrée. Là on est dans le salon de dégustation, l'entrée sur la droite. Là les panneaux coulissants qui sont ouverts, hop, là les parois en chaîne qui se replient complètement pour que les 4 espaces puissent être indépendants les uns des autres. Là c'est donc la chambre à l'étage, toujours le même principe. Donc là on est encastré. Hein, donc on a la cuisine en dessous qui est plus basse, qui est un local plus technique, plus fonctionnel. La chambre un peu encastrée avec donc cet emmarchement et cette petite banquette en bois, et qui donne donc sur la terrasse panoramique, toujours avec une relation très très directe sur l'extérieur. C'est donc la couverture qui fait garde-corps. Donc on a une couverture dont la hauteur fluctue, donc parfois on a la couverture, je dirais, à la taille, même aux épaules, et puis ensuite ça descend très bas, vu qu'elle est large, on peut pas tomber, hein, mais à un endroit, enfin on le verra, je crois qu'on le voit sur une autre photo, voilà, on le voit là dans l'angle, on peut carrément, ça descend à 40 cm, on peut carrément s'asseoir sur le bord de la couverture, et ça, voilà, encore une fois, il y a une relation avec l'extérieur qui est différente de l'endroit, en fonction de l'endroit où on se trouve sur la terrasse, et ça permet d'embrasser tout le panorama et d'avoir une vision un peu globale du plateau de Pomerol. Voilà, donc là ça descend, c'est là où ça descend bas. Et là donc c'est plus vers Pétrus, on aperçoit le clocher, enfin là c'est pas forcément là, on a le château Petit Village, enfin voilà, on est entouré, on a le château Le Pin aussi qui a été fait par Obrecht et Dim juste à côté. Bon, il y a quand même des bons exemples. Après plus loin il y a le Cheval Blanc fait par avec l'extension de Ports-en-Parc, la Dominique Jean Nouvel. Enfin voilà, on est enfin c'est assez excitant. On est dans un contexte voilà où il y a quand même de grandes stars de l'architecture qui ont fait du boulot. Nous on était sur quelque chose de beaucoup plus modeste, mais bon, on participe quand même, je dirais, à la dynamique ambiante de renouveau de tous ces châteaux. Ça c'est intéressant. Et c'est des projets qu'on développe aujourd'hui de plus en plus, notamment dans le Médoc actuellement.
Donc voilà une vue de la façade sud, avec sa seule et unique ouverture, hein, puisque sur les 4 faces, à chaque fois, j'ai qu'une ouverture là, qui correspond à celle de la salle à manger. Bon, la terrasse encastrée qu'on n'aperçoit pas. Donc voilà, avant plantation de la vigne, puisque là, il y a une vigne maintenant qui a été plantée assez proche du bâtiment. Et puis voilà, je terminerai par cette vue de nuit. Bon, nous, on a l'habitude de travailler avec des photographes. Hein. À chaque fois qu'on livre un bâtiment, on a, je dirais, 2-3 photographes attitrés. Enfin, on en change parfois. Mais ce qui nous plaît à la fin, voilà, c'est d'avoir un reportage complet de nos réalisations. Là, c'est Stéphane Chalmot de Nantes qui vient vraiment dès le petit matin, qui reste jusqu'à tard le soir. Et qui a un regard voilà, un peu différent du nôtre sur le bâtiment et qui nous permet d'avoir comme ça un reportage complet du bâtiment tout au long d'une journée, à la fois sur des détails et sur des vues plus éloignées comme ça. Bon voilà, je sais pas, je vous laisse peut-être, je sais pas combien de temps je suis, mais je vous laisse peut-être me poser des questions. C'est vrai qu'après j'ai regardé un peu le site de votre projet, mais donc, vous parlez de 3 matériaux, etc. Et c'est parce que là c'est une commande où le commanditaire a l'air d'être jeune, ouvert à des idées comme ça, d'accéder aux matériaux bruts. Comment ça se passe dans votre cas où c'est difficile de faire comprendre que la qualité des matériaux des raretés brutes est peut-être la communauté d'architectes, s'il apporte et que les gens n'aiment pas forcément. Oui, je dirais que c'est tout le travail de l'architecte, hein, de convaincre, de convaincre quand on fait une esquisse ou c'est pas tout de la faire, quoi. Enfin, je dirais que c'est comme un artiste ou enfin après il faut vendre son projet. Hein. Nous, on n'est pas des artistes justement. Hein. C'est-à-dire qu'on travaille pas que pour nous, on a un commanditaire. Donc une fois qu'on a une idée, il faut en effet savoir vendre l'idée. Alors que ce soit au niveau des matériaux, même au niveau de la forme. Donc il faut, je dirais que bon, avec un peu de bouteille entre guillemets. Nous, on y arrive quand même de plus en plus facilement. Il faut montrer des références, il faut expliquer, il faut montrer, par exemple, amener des gens, des futurs clients, leur montrer des bâtiments qu'on a déjà fait, leur faire visiter des choses. Nous, c'est beaucoup à base d'images de référence, leur montrer que ça se fait ailleurs, dans d'autres pays. Il y a tout ce travail de convaincre, enfin, j'aime pas le mot de vendre parce qu'on vend pas son projet, mais de pédagogie, je dirais. Hein. En France, on souffre quand même d'un manque, je dirais, global de culture architecturale hein, de nos commanditaires. Hein. C'est quand même assez catastrophique. Puisque nous, comme client, vous pouvez avoir quelqu'un qui est féru d'architecture, hein, qui va aimer l'architecture, tout ça. C'est pour ça qu'il fait appel à un architecte. Donc lui, qui va peut-être être plus facile à convaincre. Il y a des gens vraiment qui n'y comprennent rien. Justement, ils viennent nous voir parce qu'ils sont un peu paumés. Mais bon, et qui du coup ont pas trop de références en architecture et il faut rassurer. Hein. Je pense qu'on a un métier qui a une mauvaise image. Hein. Je caricature, un architecte ça coûte cher, un architecte ça respecte pas les délais. Non mais bon ça mais c'est vrai. Hein. Je pense que dans l'inconscient collectif, enfin c'est vraiment un peu l'image qu'a l'architecte. Donc il faut convaincre, il faut rassurer. Et il faut montrer des choses. Et le mieux, c'est de visiter, hein, de faire visiter des bâtiments, de montrer qu'un béton brut, le béton brut, ça fait peur à tout le monde. Enfin, je caricature à peine, mais de montrer qu'un béton brut, ça peut être très beau, de montrer l'architecture japonaise, de dire que Tadao Ando, ça fait quand même 60 ans ou 50 qu'il fait du béton brut, que ça peut être très beau. On a le traumatisme des années 70, de Corbusier, qui est encore très présent en France, mais c'est une grande partie de notre travail. Et après, il faut trouver les outils, justement. Chacun a sa technique, faire des petits bouclettes, vraiment expliquer. Il faut pas montrer le truc de but en blanc, hein, la patate chaude, que ce soit auprès des clients ou auprès du service instructeur. Parce qu'après, on a affaire aussi, tu parles des clients qu'il faut convaincre, mais il faut aussi convaincre la mairie.
Là, quand on va voir la mairie de Pomerol, alors heureusement qu'à Pomerol, ils ont eu Herzog et de Meuron, Nouvel et tout, qui est quand même... alors je veux surtout pas me comparer à ce genre d'archi, mais ils ont quand même conscience qu'il y a de l'architecture contemporaine sur leur territoire. Mais quand on lit leur règlement d'urbanisme, ils préconisent de la tuile, de l'enduit en pierre, des chaînages en plaquage de pierre et compagnie, donc on arrive quand même de loin. Donc même pour un petit projet comme ça, on galère. Voilà, la deuxième phase, il faut convaincre les services instructeurs qui n'ont aucune formation en général, mais même à Bordeaux Métropole, hein, enfin, qui n'ont pas forcément de formation en architecture. Et quand on s'éloigne du pastiche ou de la copie, plaquage pierre et compagnie, bon, qui peut être une posture, hein, mais quand on s'en éloigne, il faut aussi convaincre les services instructeurs. Et donc on passe de plus en plus de temps en mairie. Même à amener des échantillons. Là récemment, je suis allé à la mairie du Bouscat avec des échantillons de briques pour montrer, voilà, une brique, qu'est-ce qu'on va choisir comme brique, l'épaisseur de la brique, une brique boule et main. Enfin, ils aiment voir des échantillons. Enfin voilà, il faut. Tu vois, il y a différentes techniques, mais ça fait partie de notre boulot. En effet, c'est pas tout d'avoir une belle idée. Il faut la faire accepter par le commanditaire. Ouais. Pas plus de questions que ça. Vous êtes en quelle année alors? Enfin, troisième année? Master 1, d'accord. Ben, ouais. Non, mais je pense que moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer c'est d'aller voir de l'archi, quoi, de visiter, hein. Enfin, pas que des revues et des blogs et des sites internet, quoi. Bon, je vois aujourd'hui ça s'est vachement développé. Moi, je fais le vieux briscard. À l'époque, il y en avait moins. Non, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'aller se balader, d'aller vraiment visiter des bâtiments qui vous plaisent ou que vous avez repérés. Parce que c'est voilà de voir l'architecture. Enfin, l'architecture, ça se vit, quoi. Ça, c'est bon. Et puis on comprend d'aller voir une architecture située. Enfin, ça, on comprend beaucoup de choses, quoi. Hein. Les sites, les revues, c'est bien, mais non, il y a quand même rien de mieux que de se faire son propre panorama d'architecture en France ou à l'étranger d'ailleurs. Hein. Voilà, ça permet de remettre les choses dans leur contexte. Je pense que c'est bien. Il faut, enfin, l'école, bon, je me pose mes questions tout seul, mais je pense que l'école, vous avez la chance d'être à l'école où il y a un enseignement théorique. Enfin, il faut se créer son bagage culturel à l'école, hein, ça c'est super important. Hein. Puisqu'après, je pense qu'un projet d'architecture, il faut qu'il soit éminemment culturel. Et justement, pour créer cette histoire, il faut avoir des arguments. Enfin, je veux dire, moi, je sais qu'étudiant, je me posais la question, est-ce qu'il vaut mieux être vierge un peu de tout arriver? Non, je pense qu'il vaut mieux connaître l'histoire quand même de l'architecture, du lieu sur lequel on intervient. Je pense que c'est toujours mieux. Et d'ailleurs, on le voit, tous les grands architectes sont quand même d'une manière générale des personnages cultivés, qui voyagent beaucoup, qui ont des références. Et ça, c'est le temps de l'école. Je pense qu'il doit servir à ça. Enfin, aux bouquins, aux sites, aux visites, aux voyages. Parce qu'alors après, nous, on a très vite basculé avec Julie dans le monde concret de l'architecture. Hein, et on n'a pas fait d'agence, ou très peu. On a vite le nez dans le guidon. Hein. Je dirais que les voyages et compagnie, alors on en fait, hein, on en fait toujours un peu, hein, mais on a quand même beaucoup moins de temps. Et je dirais que ce qu'on n'a pas fait pendant les études, c'est très dur de le rattraper. Et du coup, le basculement de la sortie de l'école à créer une agence quasiment directement, est-ce que vous pensez que c'est une force quand même? Parce que finalement, c'est partir bien pour le coup. Oui, c'est vrai. Alors nous, on avait fait quelques passages en agence avec Julie, bon, qui avait été bien, hein, quelques mois chacun, dans différentes agences, à Bordeaux, en Italie, puisqu'on avait fait Erasmus en Italie et un peu à Paris. Mais bon, je dirais qu'on a quand même vite eu envie de... On est resté longtemps à l'école, hein. Nous on y est resté presque 10 ans. Parce qu'à l'époque, la grosse différence avec vous aujourd'hui, c'est que c'était beaucoup plus long. On pouvait se retrouver à 30 balais à l'école, il n'y avait pas d'échéance de diplôme. Le diplôme, on avait 2 ans pour le passer. Donc moi j'ai fait, je crois, 8 inscriptions à l'école. Julie en a peut-être fait 9, elle va pas être contente, mais bon. Donc vraiment, on traînait à l'école.
Alors entrecoupé de stages, de trucs, personne n'était pressé. Après, il y a eu la réforme qui a calé les études d'archi sur le reste des études. Mais alors nous, on traînait à l'école. Et je pense qu'au bout de 8-9 ans d'école, bon, on s'est dit, là, on a quand même envie de rentrer dans le dur. Donc, on s'est dit, allez, on monte notre truc, ayant très peu participé. Enfin, moi, plus que Julien, à la rigueur, j'avais suivi aucun chantier. Enfin, c'est vrai qu'on s'est jeté à l'eau. Donc là, si tu veux, il y a avantage et inconvénient. Bon, l'avantage, en effet, c'est que là, au bout de 15 ans, on a quand même vachement construit, on commence à avoir une vraie expérience, en effet, du chantier, des études, enfin bon, puisqu'on a été acteur de tout le processus d'un projet. Je dirais qu'en agence, enfin, ça dépend de la taille d'agence, mais on peut, en quelques années, faire que telle ou telle tâche. Là, c'est vrai que d'emblée, on a fait toute la relation avec le client, avec les bureaux d'études, avec les entreprises. Bon, donc c'est vrai qu'au bout de 15 ans d'expérience professionnelle, on commence à avoir un peu de bouteille. L'inconvénient, c'est que on n'a pas vraiment de référence professionnelle. Donc je pense qu'il y a certaines choses, on a mis beaucoup plus. Alors on s'est fait aider par des confrères qui étaient plus confirmés. Je dirais que c'est quand même une profession qui reste très confraternelle. Et si vous appelez un confrère et tout, pour que ce soit un point technique, le choix d'une entreprise, on s'est fait aider. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas perdu du temps, mais ça a mis peut-être plus de temps à faire certaines choses. Et ensuite, on a fait beaucoup de marchés privés. Aujourd'hui, on essaie de répondre à des marchés publics. Le propre d'un marché public, donc, ce sont des candidatures. Et enfin, je sais pas si vous le savez ou pas, mais quand vous candidatez, par exemple, pour une école, il faut dans les références montrer les 3 dernières écoles que vous avez livrées dans les 3 ou 5 dernières années. Quand on a bossé en agence et qu'on a été chef de projet de ce genre de projet, on peut utiliser ces références. Nous, le problème, n'ayant pas fait d'agence, c'est qu'on n'a aucune référence, enfin on a très peu de références dont on peut bénéficier. Alors, tu le rappelais, on a gagné le 308 très vite après la sortie de l'école, donc la maison de l'architecture en Aquitaine, ce qui nous a positionné, on va dire, sur des projets culturels, hein. Donc c'était nos seuls rêves, mais on a été retenu par la suite à concourir et à gagner de temps en temps des projets culturels. Donc ça, c'est plutôt bien comme rêve, comme référence. Mais tout le reste, c'est vrai qu'on ne bénéficie pas d'un bagage qu'on aurait pu se faire dans une agence. Donc voilà, si tu veux, il y a avantage et inconvénient, quoi. Je sais pas trop. Ouais, voilà. De toute façon, maintenant, c'est le truc, tu peux plus revenir en arrière, quoi. Enfin, une fois que c'était fait comme ça, on va pas repartir en agence maintenant, ça, je pense pas. Non, après, on peut s'associer. Ce qui est pas mal et qu'on fait pas assez, on le fait de temps en temps, c'est s'associer avec une autre agence. Voilà. Par exemple, on veut faire une école, et on s'associe justement avec une agence qui a fait plein d'écoles, mais il faut que les deux, ils trouvent leur intérêt. C'est-à-dire qu'une grosse agence qui fait des écoles, elle n'a pas d'intérêt à s'associer avec nous. Ou alors, par exemple, on s'est associé avec une agence toulousaine pour faire des logements. Une grosse opération de logement. Voilà, il y a le système d'association qui permet, enfin, si on veut faire du marché public, hein, parce que le marché public, je te dis, nous, on a fait le 308, on a été retenu pour le CAUE, pour le centre d'architecture et d'urbanisme, pour la salle des fêtes du Grand Parc, qui est un projet culturel. Enfin, je veux dire, on est retenu, là, on fait un projet au domaine de Valmont, à Lormont, qui est un centre d'écriture pour des romanciers. Enfin, voilà, on est retenu que sur des trucs, tu vois, je pense que les services techniques des mairies, on est retenu que sur des trucs culturels. Alors, c'est pas le pire des programmes, hein, je dirais même, c'est plutôt une chance. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien, alors là, on fait des micro-crèches pour un privé. Donc, on espère qu'au bout de 3-4 micro-crèches, peut-être que on va convaincre les pouvoirs publics. Mais tout le reste, il faut qu'on s'associe. On n'a jamais fait de médiathèque, ou alors il faut vraiment qu'il y ait la volonté de la commune de faire appel à une agence, en laquelle elle croit, et elle se dit Fabre de Marigny, ils peuvent être bons là, mais aujourd'hui, sur le moindre appel d'offres, il y a, je sais pas, 100, il y a beaucoup de concurrence, quoi. Il y a 2500 architectes en Nouvelle-Aquitaine, Paris est pas loin, comme vous le savez. Donc sur des appels d'offres, j'ai rien contre les Parisiens, mais même il y a des agences étrangères. Enfin, Bordeaux en plus est quand même vachement sollicité ces temps-ci. Donc les services techniques, ils se prennent pas trop la tête. S'ils voient que t'as pas tes trois refs, ils passent à autre chose, quoi. Donc je ne conseillerais pas, je ne sais pas quoi conseiller à un archi c'est bon.
Je sais pas. Il y a les deux se valent, je pense. Nous, on était, voilà, je sais pas. Ouais. Bon. Ok, bah allez, bon appétit. Merci à vous.